Bonjour à tous. Comment aider les entreprises guadeloupéennes à surmonter la crise? Quelle place pour les Outre-mer au sein du MEDEF national? La crise du Covid-19 est-elle bien gérée en France et dans les Outre-mer depuis mars dernier? Patrick Martin, président délégué du MEDEF national, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Patrick Martin. Bonjour. Alors, vous êtes venu en Guadeloupe pour faire quoi? Je suis déjà venu apporter un message de soutien et d'amitié à nos adhérents, singulièrement à l'UDE MEDEF Guadeloupe, à son président Bruno Blandin, qui est dans nos instances nationales, mais que j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver. Et puis j'apprends beaucoup. Je voulais mieux comprendre les problèmes, mais également les succès, les perspectives de ce territoire qui a ses singularités. Et donc il est important que le MEDEF, que moi-même, je les comprenne. Alors, la Guadeloupe, vous ne connaissiez pas, visiblement? Non, je dois piteusement... Sur la carte? Absolument, absolument, mais je le dis très sincèrement, je suis un peu honteux de n'être venu que 48 heures, mais on m'a suffisamment séduit, si j'ose dire, pour que j'ai pris l'engagement très volontiers de revenir et de revenir souvent et beaucoup plus longuement. Ouais. Premières impressions? Premières impressions, je trouve qu'il y a beaucoup de vitalité entrepreneuriale, parce que c'est ce qui nous intéresse au premier chef. J'ai rencontré des jeunes créateurs d'entreprises dans des secteurs extrêmement divers. Ça peut être dans le bio, ça peut être dans la gastronomie, ça peut être dans la mode. J'ai rencontré des industriels ou des entrepreneurs plus traditionnels. Et j'ai été, je le dis franchement, j'ai été surpris par l'ambition, par la solidarité, par la volonté de faire avancer les choses et le territoire lui-même. Donc la Guadeloupe, les Outre-mer, ce ne sont pas que des danseuses, ça a changé? Certainement pas. Alors, pour connaître d'autres territoires ou départements d'outre-mer, je mesure à quel point les uns et les autres sont différents. Il y a des traits communs, mais il y a des singularités. Et à nouveau, ce qui m'a particulièrement impressionné ici, c'est cette volonté de faire, tout simplement. Après, il y a d'autres choses qui m'ont un peu choqué ou un peu déçu, mais qui ne relèvent pas forcément des entreprises elles-mêmes. Alors, dites-nous en plus. Écoutez, moi je comprends qu'il y a encore un petit défaut d'articulation entre les services de l'État, la région, peut-être d'autres collectivités, sur la coordination du plan de relance et surtout sur le rythme du plan de relance, dont l'économie, le social, les entreprises elles-mêmes ont bigrement besoin. J'ai vérifié, parce que je le savais, qu'il y avait des problèmes de retard de paiement de la part des collectivités locales auprès des entreprises, au même moment où plus que jamais elles ont besoin de trésorerie, sinon certaines vont disparaître. Et puis des sujets qui ne sont pas directement les sujets des entreprises, encore que, par exemple, ce problème de la distribution de l'eau en Guadeloupe, que je ne connaissais pas et qui sincèrement me choque. Comment faire pour régler tout ça? Le monde de l'entreprise doit peser véritablement et entrer dans le débat, poser? Oui, alors nous sommes profondément démocrates. Les responsables du MEDEF sont élus, mais élus au sein du MEDEF. Ils n'incarnent pas la démocratie. Pour autant, je crois que faire confiance aux entreprises sur différents sujets, par exemple demain pour la vaccination, c'est un gage de réussite collective, parce qu'on a quoi qu'en pensent certains observateurs, on a un sens de l'intérêt général. On l'a démontré par exemple en recrutant massivement des apprentis à cette rentrée où ça n'était pas évident. Et donc la confiance réciproque d'ailleurs est un facteur de réussite. Oui. Le monde économique doit peser sur les décisions politiques? Non, le monde économique doit être écouté à sa place. Et il ne faut pas que les élus politiques se mettent dans une situation de rivalité ou d'antagonisme, à plus forte raison, avec les entrepreneurs. Mais que voulez-vous? C'est dans l'entreprise privée que les emplois se créent. Il y a une agilité de la part des entreprises privées. À nouveau, je l'ai vérifié avec tous ces créateurs d'entreprises que j'ai rencontrés ici même. Et donc, on a tout à gagner. Les élus politiques eux-mêmes ont à gagner à ce qu'il y ait une collaboration plus poussée avec l'entreprise. Donc, un accord gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Voilà. Bien. Au contact de nos chefs d'entreprise, quelle est votre lecture de leur vécu de cette crise sanitaire en Guadeloupe? Alors, d'abord, il y a des situations très contrastées d'un secteur d'activité à l'autre. Il n'est pas illogique que tous, le MEDEF lui-même s'exprime prioritairement sur les difficultés de certains secteurs, dans le tourisme par exemple, mais le bâtiment tourne bien, les travaux publics tournent bien, l'agroalimentaire tourne bien, c'est vrai ici comme c'est vrai sur l'ensemble du territoire national. Nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte qu'on focalise les efforts, qu'il y ait encore plus de solidarité entrepreneuriale avec les entreprises les plus affectées. Mais il y a une bonne chose finalement, et c'est tout à votre honneur si je peux me permettre, c'est que la situation sanitaire est moins dégradée ici qu'elle l'est ailleurs, et par exemple le tourisme... Croisons les doigts.
Oui, oui, oui. Bien sûr, et masquons-nous, pardon. Mais par exemple, le tourisme est très affecté ici, il l'est malgré tout beaucoup moins que dans les stations de sport d'hiver. Je n'ai pas repéré de station de sport d'hiver ici même. Ouais. Durant votre court séjour en Guadeloupe, vous avez notamment rencontré le président de région, Harry Chalus. Que lui avez-vous vendu au nom du MEDEF ? Je lui ai vendu, je l'évoquais tout à l'heure, vendu ou demandé, en renfort bien sûr de mon ami Bruno Blandin, cette accélération et cette concrétisation du plan de relance dans son volet régional. Nous avons parlé de formation parce qu'il y a un enjeu majeur ici même, c'est-à-dire trouver les bonnes formations pour orienter les jeunes vers les métiers d'avenir, mettre en place les outils de formation, revenir, et la réforme qui est la réforme de 2018 de la formation professionnelle a trop sorti les régions du dispositif, donc revenir avec la participation de l'Association des régions de France, dont il est vice-président, revenir à un meilleur équilibre entre l'entreprise, l'État, les régions, pour qu'on aille plus loin encore. Mais on a des grands succès sur l'apprentissage. Ouais. Donc il faut aller plus vite, plus fort sur le plan de relance. Oui. C'est trop timide. C'est trop timide, c'est parfois un peu complexe, et puis je le redis, il peut y avoir, mais c'est pas. Pourtant, il y a beaucoup de chiffres qui sont annoncés. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça démarre. Mais il faut que ça banque. Mais bien sûr. Enfin, que ça banque, oui, on peut dire ça comme ça. Non, c'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de rythme et c'est une question de bonne articulation, je le redis, entre les différents intervenants. Ouais. Le monde économique est suffisamment lié au monde politique ou il doit l'être davantage ? Il l'est normalement. À nouveau, chacun est à sa place. Moi, je rencontre régulièrement Bruno Le Maire ou Elisabeth Borne. On a des explications parfois franches, mais dans la situation de crise que l'on traverse, chacun dans son rôle, on doit être contributeur. Par exemple, le MEDEF a été en bonne part à l'origine du nouveau système d'activité partielle ou des prêts garantis par l'État ou du renforcement du fonds de solidarité. On n'a aucune vocation, aucune prétention à être ministre à la place des ministres, mais on doit être écouté. Les mesures d'accompagnement pour aider les entreprises à faire face à la crise sont suffisantes. Vous parliez du PGE à l'instant, chômage partiel, etc. Alors il faut convenir que… Ça c'était bien. Ah ben on n'en attendait pas tant, hein. On l'avait demandé, hein. Mais ça a été déployé massivement, ça a été déployé rapidement. Après, je le redis, il faut qu'on accompagne dans la durée les secteurs les plus affectés parce qu'on ne peut pas se permettre, singulièrement ici, on ne peut pas se permettre un effondrement de certaines filières, dans le tourisme au sens le plus large par exemple. Quoi que ça coûte ? Quoi que ça coûte, on le paiera un jour. Hein. Il ne faut pas rêver ces théories fumeuses sur l'annulation de la dette ou la dette perpétuelle, ça n'existe pas. Les déficits publics, la dette publique ont explosé. Donc il va falloir, en bonne intelligence avec les syndicats notamment, trouver les voies et moyens pour réformer, j'allais dire tranquillement, je ne rêve pas, mais enfin de manière concertée, pour réformer le jour venu, les retraites, pour mettre en œuvre la réforme de l'assurance chômage, parce qu'à un moment donné, si on ne règle pas ces problèmes financiers, ça ne sera pas le sujet du MEDEF, ça sera le sujet de nos enfants, de nos petits-enfants. Nos enfants, nos petits-enfants ont quelques raisons de nous en vouloir parce qu'on leur livre une planète dégradée en termes d'environnement. Si de surcroît on leur transfère des dettes massives, eh bien ça ne sera pas à notre honneur. La crise du Covid n'a pas enterré la réforme des retraites ? Écoutez, elle l'a suspendue. Elle l'a suspendue et le MEDEF lui-même s'est accordé avec les syndicats, avec le gouvernement pour dire on a d'autres priorités pour l'instant. Je ne suis surtout pas en train de vous dire qu'il faut que demain matin on reprenne cette réforme des retraites. Mais ça peut attendre. Ça ne peut pas attendre éternellement. Il faut qu'on reprenne la discussion dans les prochains mois, et plutôt sur le volet dit paramétrique, comment rééquilibrer les régimes, que sur le volet de la retraite universelle, dit systémique, pour inventer ce machin qui est très séduisant intellectuellement, mais qui est d'une complexité inouïe. C'est quand même terrible la vie d'un pays, de cette planète. Il y a un an, un petit peu plus, rien n'était possible sur le plan économique, en termes de solidarité, avec la crise des Gilets jaunes. Et là, on signe des chèques en blanc. Oui, mais je me répète, pardon, l'argent magique n'existe pas. Nous, on a, le MEDEF est pour une rigueur de gestion des finances publiques. Pour autant, on a, séance tenante, soutenu les dispositifs du gouvernement qui, vous le rappelez à juste titre, coûtent une fortune. Après, cette parenthèse va se fermer. Il faut déjà qu'elle se ferme sur le plan sanitaire. Et moi, je suis convaincu qu'elle se fermera si on vaccine rapidement, ce qui n'est pas très bien parti, on va dire. Mais à ce moment-là, les énergies vont se libérer. Il faudra créer de la richesse pour rembourser ses dettes, pour combler ses déficits. Mais ce n'est pas par des augmentations d'impôts, sinon on creusera la récession. Très bien. Vous êtes vacciné ? J'aimerais bien être vacciné. J'aimerais bien être vacciné. J'aurais la possibilité de le faire, mais il n'est pas question qu'un chef d'entreprise
au motif qu'il est président délégué du MEDEF, passe avant d'autres qui, en termes de sécurité sanitaire, sont prioritaires. Parfait. Que dire de cette gestion, Patrick Martin, de cette gestion de crise du Covid par le gouvernement depuis mars dernier, globalement? Alors, on parle du volet sanitaire ou du volet économique et sanitaire, social. d'abord. Bon, écoutez, c'est une gestion un peu chaotique et je pense qu'on touche du doigt ce que le MEDEF et bien d'autres pointent depuis longtemps, cette centralisation, ce jacobinisme, cette prétention qu'ont certains hauts fonctionnaires à être plus intelligents que nous, à ne pas faire confiance, mais on en touche les limites. Je pense que si on avait fait confiance aux élus locaux, si on avait fait confiance aux chefs d'entreprise, aux organisations syndicales, plus qu'on l'a fait, on aurait peut-être évité certains échecs. Donc pas bon, pas bon. Non, je ne dis pas ça. Pas ça. D'abord, je ne suis pas revenu sur le volet économique et social où les mesures de soutien ont été efficaces, puissantes et efficaces. Je dis et je peux le démontrer que cette espèce de pesanteur, de tatillonne, hyper administrée qui caractérise les décisions qui viennent d'en haut tous les jeudis. Écoutez, on sait tous qu'il y a eu à un moment donné une saturation des lits de réanimation dans les hôpitaux publics et qu'on n'a pas fait appel à des cliniques privées qui avaient des lits de réanimation vides. C'est choquant. Et les dernières mesures annoncées par le Premier ministre Jean Castex, notamment ce couvre-feu dès 18h en France hexagonale, ça va dans le bon sens tout ça Il faut être très modeste. Ça vous inquiète? Non, il faut être très modeste parce que moi je ne suis pas médecin, les médecins eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Donc nous, ce qui nous importe, c'est qu'on mette le curseur au bon endroit. Le fait qu'on n'ait pas de nouveau confinés, fermer les commerces en particulier, ça nous paraît être un moindre mal. Mais c'est la vaccination qui nous tirera d'affaire. Il faut à tout prix en France éviter ce reconfinement, ce serait désastreux pour notre économie? Ça serait désastreux pour l'économie, mais au-delà de ça, pour la société. On voit bien par exemple autour du télétravail que les mêmes qui il y a quelques mois disaient c'est la panacée, les Français vont péter les plombs. Et il y a des conséquences, y compris sanitaires. Donc il faut être très mobile, très agile, très pragmatique. Les Outre-mer n'ont jamais eu ou si peu leur mot à dire au sein des instances dirigeantes du MEDEF national. C'est plus qu'un tournant, c'est un coup de barre. Je vous corrige si vous me permettez. Les Outre-mer n'ont jamais été aussi présentes au sein des instances nationales du MEDEF. Je le redis, Bruno Blandin fait partie du conseil exécutif, qui est l'instance de gouvernance suprême, si on peut dire, du MEDEF, et il est par ailleurs président du comité Outre-mer. Vous le connaissez, je crois, ça n'est pas un homme à garder sa langue dans sa poche, donc il dit ce qu'il a à dire, il le dit toujours de manière très argumentée. Pardon ? C'est un coup de barre. Oui. Ah oui, non, je pensais que vous vouliez dire que c'était... Non. Bien sûr, et puis avec Geoffroy Roux de Bézieux, notre président, c'est presque autant affectif que rationnel. On a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'affection pour les Outre-mer. Je mesure bien les différences qui peuvent exister entre les différents territoires. Ma présence ici en est la démonstration. Geoffroy Roux de Bézieux était venu il y a un an ou un an et demi. Donc ça n'est pas qu'un propos de circonstance, on le traduit dans les actes. Et pourquoi ça n'a pas été possible avant, ça ? Écoutez, c'est une question de prisme personnel, de sensibilité. Après, on ne se raconte pas d'histoire. Moi, je ne suis pas parisien, mais par mes fonctions, je suis très parisien. C'est vrai que dans les hautes sphères de l'État en particulier, et auprès de certains chefs d'entreprise, il y a une méconnaissance de l'outre-mer, ou au-delà de ça, parfois une vision péjorative de l'outre-mer. Venir sur le terrain, c'est le meilleur moyen de vérifier que tout ça est infondé. L'outre-mer, les outre-mer doivent être respectés ? Absolument. Tout le monde doit être respecté. Tout le monde doit être respecté. Et c'est vrai que je comprends que tel ou tel ministre s'annonçant ne vient pas. Ça a été le cas en Guyane il y a quelques jours. Moi, je pense que c'est choquant. C'est choquant, c'est blessant d'une certaine manière. C'est de la responsabilité des dirigeants, à leur petit niveau des dirigeants du MEDEF, de bien signifier que tout le monde est considéré et que tout le monde est considérable. On parle beaucoup de patriotisme économique en Guadeloupe. Ça a quel sens pour vous, ça ? Alors, ça tombe bien, si vous voulez. On a mis en place, avec Geoffroy Roux de Bézieux au MEDEF, dès l'élection de Geoffroy, un comité souveraineté et sécurité économique. Je pense qu'on est sorti d'une période de grande naïveté, notamment au niveau de l'Union européenne, où sur fond d'ultralibéralisme, on s'est fait finalement bouffer. On s'est fait bouffer la laine sur le dos. Après, il appartient à chaque territoire, à chaque secteur d'activité de se prendre en main, de ne pas tout attendre de l'État. Le MEDEF n'est pas étatiste. Et moi, ce que j'ai vu ici pendant ces 2 jours me rassure totalement si j'avais la moindre crainte. Comment voyez-vous le développement des Outre-mer ? Quelle carte avons-nous à jouer ici ? Alors à nouveau,
chacune avec ses caractéristiques parmi les Outre-mer. Je pense qu'il y a en Guadeloupe singulièrement, mais c'est vrai en Guyane, c'est vrai en Martinique, c'est vrai à La Réunion aussi. Il y a un potentiel autour de voies d'avenir. Je veux parler de quoi? Je veux parler de tout ce qui tourne autour de la biodiversité, des bioproductions, des circuits courts, de la valorisation des potentiels touristiques. Donc je pense qu'il ne faut certainement pas tomber dans la résignation, ne pas tomber non plus dans les procès d'intention. Ça passe beaucoup par une prise en main individuelle. Et paradoxalement, d'une certaine manière, ou le digital, j'ai oublié de parler du digital. Moi, j'ai découvert. C'est l'avenir, ça, l'économie du numérique. J'ai découvert que certains métropolitains qui peuvent être d'origine guadeloupéenne sont venus ici grâce au télétravail et finalement travaillent aussi bien en ayant rejoint leur berceau qu'en étant dans des conditions d'installation pas toujours satisfaisantes en étant sur l'Hexagone. Donc tout ça mis bout à bout fait que si, je le redis, on est déterminé, on est mobile, on est collectif, il y a certainement une voie d'avenir. Je suis convaincu qu'il y a une voie d'avenir. Il faut plus de pouvoir local au niveau des Outre-mer ou il faut toucher à ça avec des mains tremblantes? Alors il faut s'entendre, plus de pouvoir local, ce n'est pas la multiplication des pouvoirs locaux. Je pense qu'on a ici caricaturalement la démonstration que l'empilage de strates de décision, avec des précarés, avec des duels d'ego, avec des complexités, avec des coûts qui s'empilent, ça n'est pas la bonne solution. Pour autant, et moi je suis un régionaliste convaincu, y compris s'agissant de l'Hexagone, je pense que c'est le moyen d'être plus pertinent finalement, plus pragmatique, mais il faut que les collectivités se fixent des objectifs ambitieux et se donnent les moyens de leurs ambitions. C'est certainement pas plus d'effectifs, c'est pas plus de budget, c'est plus d'efficacité et plus de rapidité. Oui, et il faut aussi que les collectivités payent les entreprises en temps et en heure. C'est scandaleux. Oui. C'est scandaleux. La situation que les entreprises guadeloupéennes vivent est scandaleuse. Il y a des lois, les lois ne sont pas respectées par certaines collectivités locales, voire par certains hôpitaux, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas en temps et en heure leurs fournisseurs. Il ne faut pas s'étonner après s'il y a des entreprises en difficulté, il ne faut pas s'étonner s'il y a des licenciements, il ne faut pas s'étonner s'il y a des appels d'offres infructueux. Oui. Enfin, je veux dire, c'est aux personnes qui incarnent la légalité de donner l'exemple. Oui. Et donc, le monde de l'entreprise doit être plus ferme sur ce terrain? Le monde de l'entreprise est ferme dans la limite de ses prérogatives. Ouais. Mais enfin, il y a plusieurs centaines de millions d'euros de retard de paiement de ces collectivités auprès des entreprises guadeloupéennes. Et ça, c'est plus possible? C'est plus possible. C'était déjà scandaleux avant la crise, je le redis. Il y a des entreprises qui ont des graves problèmes de trésorerie aujourd'hui. Le moins que puissent faire ces collectivités, qui au bout du compte dépendent de ces entreprises, pour l'emploi notamment, honorent leurs engagements. Les entreprises ne sont pas les banques des collectivités, c'est ce que vous dites? Absolument. Oui. Alors, pour autant, elles contribuent largement au financement des collectivités. Tout à fait. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On en appelle à la responsabilité des élus locaux concernés. Je n'en fais pas une généralité, bien sûr. Et puis, à un moment donné, il faut que l'État assume ses responsabilités. l'État n'est pas en retard sur les paiements. Il a pu l'être dans le passé. Mais également, peut-être en arriver, parce qu'on le fait contre ou pour des entreprises, faire du name and shame, dire voilà, monsieur le maire ou monsieur le président de tel PCI, vous avez mis en danger 30 emplois, cette entreprise va déposer le bilan, vous lui devez 1,5 million d'euros depuis 6 mois. Oui, il faut aller jusque-là. Il faut l'éviter. Mais quand c'est une question de vie ou de mort pour l'entreprise, quand c'est une question de maintien de l'emploi, nécessité fait loi. Parfait. Patrick Martin, merci d'être venu sur le plateau de Franc-Parler. Merci à vous. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur votre chaîne locale Éclair TV.